Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code. Un épisode un peu particulier et que j'avais pas du tout prévu de faire. Sauf que lundi, c'est-à-dire hier au moment où j'enregistre cette vidéo, aux États-Unis, Marvel a fait une annonce qui a pris, je pense, tout le monde par surprise. Le retour de Rome, The Space Knight. Et Rome, donc, c'est lui, et j'imagine que ça doit rappeler quelques souvenirs à certains. Alors, quand j'ai lu cette annonce, déjà j'ai tout de suite vérifié la provenance et la date du message, parce que j'ai d'abord cru que c'était un vieux message du 1er avril, qui serait par magie remonté dans mon fil d'actu. Eh ben non, le message est bien daté du 22 mai 2023, et il vient bien de chez Marvel. Et donc, le message en question, il annonce que Marvel a passé un accord avec Hasbro pour rééditer l'intégralité de la série Rome à partir de janvier 2024. Alors, pour refaire rapidement l'histoire du personnage, Rome, à l'origine, c'est un jouet produit et commercialisé aux États-Unis par Parker Brothers en 1979. On voit là, dans le numéro 1, on avait même droit à une publicité d'époque, et il a une sale tronche dessinée comme ça, il avait une sale tronche aussi en vrai. Et du coup, ça n'a pas été un gros succès, et Parker Brothers, ils ont très vite jeté l'éponge, et ils ont cessé de commercialiser la bestiole. Sauf que, entre-temps, la compagnie, elle avait signé un accord avec Marvel Comics pour adapter le personnage en BD, et Rome, il va avoir beaucoup plus de succès dans les comic shops que dans les magasins de jouets, puisque la série va durer 6 ans, de fin 1979 jusqu'à début 1986, soit un total de 75 numéros, plus 4 annuels. Donc, quand même plutôt un joli succès pour une série adaptée d'un jouet qui a très vite disparu des rayonnages. Alors, l'intégralité de la série a été écrite par Bill Mantlo et elle a été dessinée en grande partie par Sal Buscema, qui a été remplacé à partir du numéro 59 par Steve Ditko. Et donc la série a plutôt bien marché à l'époque, mais le problème c'est que, suite à l'arrêt de la série, Marvel n'a pas renouvelé les droits sur le personnage, et du coup, la série a jamais pu être rééditée. Et alors, non seulement ça, mais en plus, les quelques apparitions qu'a pu faire Rome à l'époque dans d'autres séries n'ont jamais pu être rééditées non plus. Par exemple, dans la dernière intégrale en date de Power Man et Iron Fist que Panini a sorti il y a quelques mois, il manque le numéro 73, vu que c'est un crossover avec Rome. Et en plus, on imaginait d'autant moins que Marvel puisse rééditer un jour cette série, vu que depuis 2016, c'est IDW qui a les droits sur le personnage. J'en ai quelques exemplaires ici. Et c'est eux qui, depuis cette date, publient ces nouvelles aventures. Ou en tout cas, c'est eux qui les publiaient, parce que je crois que sa dernière apparition chez IDW, ça date de 2020. Et du coup, je ne sais pas si IDW a encore les droits sur le personnage à l'heure actuelle. En France, une partie de ces comics a été traduit chez Vestron. Et donc il y a eu notamment une série régulière écrite par Christos Gage et Chris Ryall, et dont les premiers numéros sont dessinés par David Messina. Alors, je suis désolé si en bruit de fond, vous avez des bruits de perceuse ou des coups de marteau, mais je suis obligé de faire la vidéo à l'arrache, et il y a des travaux au-dessus de chez moi. Donc, au niveau dessin, c'est pas ouf. Niveau scénario, j'avoue, j'ai pas trop mis mon nez dedans. J'ai juste quelques numéros comme ça. À partir du numéro 4 ou 5, c'est dessiné par Paolo Villanelli. Mais donc on va revenir à la version qui nous intéresse aujourd'hui, la version de Marvel dans les années 80. Et donc, Rome, c'est quoi? C'est qui? C'est un chevalier de l'espace qui est originaire de la planète Galador et qui est venu sur Terre
pour combattre les Dire Wraiths, qui en français s'appelaient les Spectres Noirs. Et pour les combattre sur son monde d'origine, Rome a été transformé en cyborg pour pouvoir se battre contre ces spectres noirs, et il pourra retrouver son corps humain que quand il aura terminé sa mission. Et les spectres noirs, eux, ce sont des extraterrestres métamorphes, comme les Skrulls par exemple. D'ailleurs, on apprendra au cours de la série qu'il y a un lien direct entre les Skrulls et les spectres noirs. Et donc ce sont des extraterrestres qui se sont installés sur Terre en prenant la place d'êtres humains qu'ils ont fait disparaître. Et Rome, lui, est donc chargé de les éliminer, ce qui va d'ailleurs très vite poser un problème, parce que la population à laquelle il vient en aide, elle est persuadée que c'est un robot tueur qui s'en prend à des victimes innocentes. Forcément, quand ils le voient s'attaquer à leurs voisins qu'ils connaissent depuis 40 ans, ils vont pas prendre fait et cause pour lui. Et alors en fait, Rome ne tue même pas les spectres noirs, il les bannit dans les limbes, grâce à son arme qui est un neutralisateur. Et ça, évidemment, personne n'est au courant, à part quelques humains qui vont petit à petit lui faire confiance et lui apporter leur aide. Et donc, Rome, c'est une série qui se situe un peu en marge du reste de l'univers Marvel, parce que déjà l'essentiel de la série se déroule dans la petite ville de Clairton, en Virginie occidentale, en tout cas dans un premier temps. Par la suite, Rome va pas mal voyager. Et en fait, au fil du temps et des épisodes, il va quand même croiser le chemin d'un certain nombre de personnages Marvel. On a par exemple, dans le numéro 12, on reconnaît le Jack of Hearts, qui est un personnage Marvel mineur, mais qui avait été créé par Bill Mantlo. Il n'y a pas de raison de se priver. Et un personnage qui est resté mort pendant très longtemps, qui vient de faire son retour tout récemment dans la nouvelle série She-Hulk. On a le Penseur Fou, le Matt Thinker en VO, et son Awesome Android, dans le numéro 14. On a dans les numéros 17 et 18, je fais un peu de place, 2 épisodes avec les X-Men. C'est 2 épisodes qui m'avaient pas mal marqué à l'époque, avec en plus, ça gâche rien, 2 couvertures qui sont signées Frank Miller. Dans l'épisode suivant, on retrouve le Space Phantom, qui est un des tout premiers adversaires des Avengers. Et alors cette fois, on a droit à une couverture signée Michael Golden. On a eu quelques très très belles couvertures tout au long de la série. On a ensuite Torpedo. Torpedo, qui est la torpille en français. Un personnage qui est apparu à l'origine dans les pages de Daredevil, il me semble, et qui en fait va devenir un des personnages récurrents de la série. On a dans le numéro 23, Power Man et Iron Fist. Ça, c'est le crossover dont je parlais tout à l'heure. Dans le numéro suivant, on a Nova, avec une histoire qui, en fait, fait suite aux épisodes de Fantastic Four par Marv Wolfman et John Byrne, qui, eux-mêmes, poursuivaient une histoire qui était restée inachevée au moment de l'arrêt de la série Nova. Et donc, Bill Mantlo va rajouter une épilogue à cette histoire. Dans les numéros 26 et 27, en guest, on a Galactus, mine de rien. Galactus qui s'attaque à Galador. On continue d'avancer. Le 31 et le 32, on a la confrérie des mauvais mutants, avec une histoire qui en fait est la suite de celle dans laquelle apparaissaient les X-Men qu'on a vu tout à l'heure. Dans les 2 épisodes 34 et 35, on a
Namor, le Submariner. On continue, on va passer au 38-39 avec un autre guest, c'est Shang-Chi, le Master of Kung Fu, avec deux couvertures que je trouve assez magnifiques qui sont signées Jindei. Donc au fur et à mesure de son combat contre les Dire Wraith, finalement Rome va croiser de plus en plus de monde. Là on a dans l'épisode 41 le Doctor Strange, avec un des épisodes qui graphiquement est un des plus beaux, mais qui est quand même très très perché, ancré par Akin et Garvey, dont je reparlerai tout à l'heure. On croise ensuite qui est-ce qu'on a? Eh ben les Super Soldiers dans le numéro 45. Et puis on a toujours voilà, on a par exemple des couvertures qui sont signées Bill Sienkiewicz. Ça fait jamais de mal aux yeux. Dans qu'est-ce qu'on a? Si je continue à passer comme ça vite fait des couvertures. Ça c'est du Mike Zeck, ça c'est à nouveau du Bill Sienkiewicz, qui en a fait quand même quelques-unes. Dans les numéros 56 et 57, on a Alpha Flight, avec deux couvertures signées John Byrne. Et donc on va continuer à croiser d'autres personnages. Là par exemple sur le 58 et le 59 c'est Ant-Man. Et on a Rick Jones aussi qui va devenir sur la fin un personnage régulier de la série. Et donc j'accélère. On va donc arriver à l'épisode final assez vite. Encore du Sienkiewicz. L'épisode final qui est donc l'épisode 75, qui est, évidemment je l'ai raté, je l'ai mis à côté. Il est là. Qui donc, la conclusion, enfin, de l'histoire de Rome, dessinée par Steve Ditko et P. Craig Russell. P. Craig Russell, qui d'ailleurs réalise tout seul la couverture. Alors, est-ce que ça va bien se finir pour Rome ou pas? Eh ben, je ne vous dirai rien. Voilà, c'est tout. Donc, au scénario, c'est donc, comme je disais, Bill Mantlo qui réalise l'intégralité de la série. Et franchement, ça fait vraiment partie de ses meilleurs travaux. Parce que Mantlo, dans les années 70-80, c'était un peu le scénariste à tout faire chez Marvel. C'est-à-dire que voilà, tu avais une série qui était en retard, hop, tu passes un coup de fil, mon Bill, il te pond un scénario en 24 heures, dialogue compris, et roule ma poule. Et donc, niveau qualité, c'est quand même très très inégal ce qu'il a pu faire à l'époque. On trouve vraiment le meilleur et le pire. Et Rome, c'est vraiment parmi ce qu'il a fait de mieux. En fait, pour moi, ses deux meilleurs travaux chez Marvel, c'est deux franchises. C'est les Micronauts et c'est Rome. D'une part parce que c'est des séries où il a pu développer ses idées sur la longueur, et d'autre part parce que c'était des séries en marge des grosses séries Marvel, et où on lui foutait en fait une paix royale, et où il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Et donc, côté dessin, c'est donc Sal Buscema qui a réalisé la grande majorité des épisodes. Donc, du coup, c'est du très classique, c'est pas vraiment original, mais c'est solide au niveau du storytelling, voilà. Et on a quand même une période qui sort du lot, c'est les épisodes 34 à 50,
qui sont ancrés par le duo Ian Akin et Brian Garvey, qui sont deux encreurs, essentiellement encreurs, qui ont pas mal bossé chez Marvel dans la première moitié des années 80. Et donc là, et ben du coup, sous leur ancrage, les planches de Sal Buscema, elles prennent quand même une toute autre ampleur, et de mon point de vue, c'est vraiment les plus beaux épisodes de la série. C'est aussi les plus horrifiques, et du coup, eh ben, ça va poser quelques problèmes dans la version française, j'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, eh ben, au numéro 59, qui se trouve ici, Sal Buscema va céder la place de dessinateur à Steve Ditko. Et Steve Ditko qui va dessiner le reste de la série jusqu'à sa conclusion. Alors, on est d'accord, le Ditko des années 80, c'est clairement pas à cette époque qu'il a signé ses plus belles planches. Mais l'intéressant sur ces épisodes, c'est qu'il est ancré par différents artistes qui sont quand même globalement d'un très bon niveau et qu'on ne s'attendait pas forcément à voir bosser avec Ditko. Et encore, quand je dis qu'ils ancrent Ditko, de ce que j'en sais, à l'époque, Ditko, il leur fournissait des planches qui étaient vraiment très très sommaires, et du coup, libre aux artistes de les interpréter à leur guise. Et donc, eh ben, si je reprends les épisodes en question, on a eu par exemple du Tom Palmer, on a eu du Jackson Guys, on a eu ça doit être Ian Akin et Brian Garvey, on a eu du bread breeding, on a eu à partir du numéro 64 P. Craig Russell, qui va ancrer plusieurs épisodes jusqu'au 75. On a sur les numéros 66 et 67 Steve Leialoha, qu'on reconnaît plus ou moins sur ces planches-là. Le 68 est à nouveau ancré par Brett Breeding. Le 70, c'est du Kim de Mulder. Le 72, du Bob Layton. Le 73, du Joe Sinnott. Et alors, le numéro 74, je pense qu'on le reconnaît dès la couverture, mais à l'intérieur, voilà, même sur des esquisses de Ditko, on reconnaît bien son style. C'est John Byrne. John Byrne qui a réalisé cet épisode. Et donc le 75, comme je disais tout à l'heure, était réalisé par Steve Ditko et P. Craig Russell. Et puis donc, il y a eu 4 annuels. Alors, il n'y a que le premier qui a été publié en France. C'était dans Speedé, numéro 46 et 47. L'épisode était coupé en deux parce que les annuels faisaient autour de 40 pages. Donc c'est un épisode qui est dessiné par Pat Broderick. Et le numéro 2, les 3 autres donc, sont inédits. Le numéro 2, lui, on retrouve l'équipe traditionnelle de Sal Buscema et de Akin et Garvey à l'ancrage. Le numéro 3 était dessiné avec les New Mutants qui participent au récit. Il était dessiné par William Johnson, qui était un artiste assez intéressant, qui a assez vite disparu, et qui avait notamment bossé sur quelques épisodes de Daredevil à l'époque, et qui est une nouvelle fois ancré ici par Akin et Garvey. Et donc en plus des marteaux et des perceuses, là maintenant j'ai les cloches, tout va bien. Et le numéro 4, avec Gladiator et la garde impériale, lui, il est réalisé par Steve Ditko et par Al Milgrom. Et donc, tous ces épisodes n'ont jamais été réédités.
Et, je connais quand même un bon paquet de lecteurs qui rêvaient de les voir rééditer un jour, mais franchement sans trop y croire, quoi. Ça fait tellement longtemps, et peut-être que je crois que les lecteurs français en avaient encore plus envie que les lecteurs américains, principalement pour deux raisons, à mon avis. C'est que la première, c'est que Lug n'a pas publié l'intégralité de la série dans Strange. Ils ont arrêté au numéro 46. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Le numéro 46, qui était paru, où est-ce que je l'ai mis? Dans Strange, numéro 178. Et donc 48 numéros sur 75, sans même compter les 3 annuels sur 4 qui n'ont pas été traduits. Et en plus, je crois que Rome, c'est la série qui a été la plus retouchée et la plus censurée par Lug, pour pas dire honnêtement, la plus massacrée. Parce que, non, c'est vraiment un massacre. Alors, je vais pas faire un comparatif épisode par épisode, mais si je prends juste ce dernier épisode, publié en France, entre les planches qui ont été retouchées et celles qui ont été carrément supprimées, ça va déjà vous donner une petite idée du désastre. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, comment à droite, 2 planches de la version originale, on en fait une seule, ici, dans la version française. On prend les 3 premiers panels de la première page, le dernier panel de la deuxième, on dégage tout le reste, et puis voilà. Et on a aussi beaucoup de retouches. Voilà, tous les visages des spectres noirs qui sont jugés trop effrayants. On va les retoucher, on va leur raboter les dents, on va leur mettre des écharpes pour leur cacher leur vilaine tronche. Et voilà, encore le genre de retouches auxquelles on avait droit à l'époque. Et puis voilà, carrément une pleine page qui disparaît, qu'on ne retrouvera pas sur la VF. Au total, cet épisode... tiens, un passage rigolo. Est-ce que c'est là? C'est la page d'après. Voilà. C'est faisons disparaître un maximum de cadavres pour ne pas effrayer nos chers bambins. C'est quand même assez réussi. Et donc, sur l'épisode original fait 22 pages. La version dans Strange en fait 18. Avec là encore des panels qui sautent. Et même les planches qui sont publiées, on voit que les créatures préhistoriques, en état de décomposition dans la VO, elles ont quand même bien meilleure mine dans la VF. Enfin bref, c'est une horreur, ça a été comme ça tout du long de la série. Et d'ailleurs, ce dernier épisode dans Strange se termine en disant, voilà, dans les prochains épisodes, Rome évolue vers l'horreur. Nous interrompons donc la publication de cette série provisoirement. Nous l'espérons. De toute façon, c'est dans Nova que vous la retrouverez. Eh ben non. Et car le mois prochain, place à la division Alpha. Mais ceci est une autre histoire. Bref, donc, c'est donc officiel. Tous ces épisodes vont enfin être à nouveau disponibles aux États-Unis dans un premier temps. Le programme de Marvel, c'est d'abord en septembre une réédition en facsimilé du numéro 1 de la série. Et ensuite est annoncé pour janvier 2024 un premier omnibus qui réunira les 29 premiers épisodes de la série, plus Power Man et Iron Fist numéro 73, le fameux épisode qui manquait dans la dernière intégrale chez Panini,
Et a priori, au final, je pense que l'intégrale de la série devrait logiquement faire 3 tomes. Et donc, en France, bon, évidemment, pour l'instant, l'annonce est trop fraîche pour que Panini ait pu décider ou annoncer quoi que ce soit, mais a priori, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne publient pas la série à leur tour. Donc, après, pour être sûr qu'ils ne passent pas cette réédition à l'as, le mieux, à mon avis, c'est de commencer dès maintenant à les inonder de messages pour réclamer Rome en VF dès 2024. Et pour le reste, l'annonce de Marvel précise pas si leur accord avec Hasbro concerne que la réédition de ces épisodes, ou si ils ont à nouveau récupéré tous les droits sur le personnage, auquel cas ils pourraient donc l'utiliser dans de nouveaux récits, voire dans une nouvelle série. Là encore, je ne sais pas où en est IDW par rapport aux droits sur le personnage. Je pense qu'on devrait en savoir plus dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc, voilà pour cette présentation un petit peu rapide et très sommaire du personnage et de la série. Encore une fois, j'ai dû préparer cet épisode en catastrophe pour coller au plus près de l'actualité. Le tout dans une ambiance de perceuse, de cloche et de coups de marteau, c'est très bien. Voilà, c'est pas un truc que je fais d'habitude, mais là, je me suis dit quand même... J'étais tellement surpris en voyant l'info passer ce matin que je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée d'en faire une vidéo. J'y reviendrai peut-être par la suite. Si jamais ça vous intéresse, une série de vidéos qui reviendrait plus en détail sur l'histoire de Rome, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous très vite pour la suite. Il n'y aura pas d'une semaine en comics ce week-end, pour cause que je suis pas là. Par contre, je devrais publier vendredi ou samedi la vidéo sur les sorties à venir en juin chez les principaux éditeurs français, à l'exception, comme d'habitude, de Panini, qui aura droit à sa propre vidéo plus tard. Et donc, d'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Voilà, soyez sages, et à bientôt.